Nouvelle Alliance française de Chicago et la lecture de Françoise Sagan. Bonjour Tristesse. Chapitre 2. Anne ne devait pas arriver avant une semaine. Je profitais de ces derniers jours de vraies vacances. Nous avions loué la villa pour 2 mois, mais je savais que dès l'arrivée d'Anne, la détente complète ne serait plus possible. Anne donnait aux choses un contour, aux mots un sens que mon père et moi laissions volontiers échapper. Elle posait les normes du bon goût, de la délicatesse, et l'on ne pouvait pas s'empêcher de les percevoir dans ses retraits soudains, ses silences blessés, ses expressions. C'était à la fois excitant et fatigant, humiliant en fin de compte, car je sentais qu'elle avait raison. Le jour de son arrivée, il fut décidé que mon père et Elsa iraient l'attendre à la gare de Fréjus. Je me refusais énergiquement de participer à l'expédition. En désespoir de cause, mon père cueillit tous les glaïeuls du jardin afin de les lui offrir dès la descente du train. Je lui conseillais seulement de ne pas les faire porter par Elsa. À 3 heures, après leur départ, je descendis sur la plage. Il faisait une chaleur accablante. Je m'allongeai sur le sable, m'endormis à moitié, et la voix de Cyril me réveilla. J'ouvris les yeux. Le ciel était blanc, confondu de chaleur. Je ne répondis pas à Cyril. Je n'avais pas envie de lui parler, ni à personne. J'étais clouée au sable, par toute la force de cet été, les bras pesants, la bouche sèche. « Êtes-vous morte ?» dit-il. De loin, vous aviez l'air d'une épave, abandonnée. Je souris. Il s'assit à côté de moi et mon cœur se mit à battre doucement, sourdement, parce que dans son mouvement, sa main avait effleuré mon épaule. 10 fois, pendant la dernière semaine, mes brillantes manœuvres navales nous avaient précipités au fond de l'eau, enlacés l'un à l'autre, sans que j'en ressente le moindre trouble. Mais aujourd'hui, il suffisait de cette chaleur, de ce demi-sommeil, de ce geste maladroit, pour que quelque chose en moi doucement se déchire. Je tournai la tête vers lui. Il me regardait. Je commençais à le connaître. Il était équilibré, vertueux, plus que de coutume peut-être à son âge. C'est ainsi que notre situation, cette curieuse famille à 3, le choquait. Il était trop bon ou trop timide pour me le dire, mais je le sentais au regard oblique, rancunier qu'il lançait à mon père. Il eût aimé que j'en sois tourmentée, mais je ne l'étais pas, et la seule chose qui me tourmenta en ce moment, c'était son regard et les coups de boutoir de mon cœur. Il se pencha vers moi. Je revis les derniers jours de cette semaine, ma confiance, ma tranquillité auprès de lui, et je regrettais l'approche de cette bouche longue et un peu lourde. « Cyril, dis-je, nous étions si heureux. » Il m'embrassa doucement. Je regardai le ciel, puis je ne vis plus que des lumières rouges éclatant sous mes paupières serrées. La chaleur, l'étourdissement, le goût des premiers baisers, les soupirs passaient en longues minutes. Un coup de klaxon nous sépara comme des voleurs. Je quittai Cyril, sans un mot, et remontai vers la maison. Ce prompt retour m'étonnait. Le train d'Anne ne devait pas être encore arrivé. Je la trouvai néanmoins sur la terrasse, comme elle descendait de sa propre voiture. « C'est la maison de la Belle au bois dormant ?» dit-elle. « Que vous avez bronzé, Cécile. Ça me fait plaisir de vous voir. »« Moi aussi, dis-je. Mais vous arrivez de Paris ?»« J'ai préféré venir en voiture. D'ailleurs, je suis vannée. » Je la conduisis à sa chambre, j'ouvris la fenêtre dans l'espoir d'apercevoir le bateau de Cyril, mais il avait disparu. Anne s'était assise sur le lit. Je remarquai les petites ombres autour de ses yeux. « Cette villa est ravissante, soupira-t-elle. Où est le maître de maison ? » Il est allé vous chercher à la gare avec Elsa. J'avais posé sa valise sur une chaise, et en me retournant vers elle, je reçus un choc. Son visage s'était brusquement défait. La bouche tremblante. Elsa Mackenbourg ? Il a amené Elsa Mackenbourg ici ? Je ne trouvais rien à dire. Je la regardais, stupéfaite. Ce visage, que j'avais toujours vu si calme, si maître de lui, ainsi livré à tous mes étonnements. Elle me fixait à travers les images que lui avaient fournies mes paroles, et elle me vit enfin et détourna la tête. « J'aurais dû vous prévenir, dit-elle, mais j'étais si pressée de partir, si fatiguée. » « Et maintenant ?» continuai-je machinalement. « Maintenant quoi ?» dit-elle. Son regard était interrogateur, méprisant. Il ne s'était rien passé.
Maintenant, vous êtes arrivé, dis-je bêtement, en me frottant les mains. Je suis très contente que vous soyez là, vous savez. Je vous attends en bas. Si vous voulez boire quelque chose, le bar est parfait. Je sortis en bafouillant et descendis l'escalier dans une grande confusion de pensées. Pourquoi ce visage, cette voix troublée, cette défaillance? Je m'assis dans une chaise longue, je fermai les yeux. Je cherchais à me rappeler tous les visages durs, rassurants d'Anne, l'ironie, l'aisance, l'autorité. La découverte de ce visage vulnérable m'émouvait et m'irritait à la fois. Aimait-elle mon père? Était-il possible qu'elle l'aimât? Rien en lui ne correspondait à ses goûts. Il était faible, léger, veule parfois. Mais peut-être est-ce seulement la fatigue du voyage, l'indignation morale. Je passai 1 heure à faire des hypothèses. À 5 heures, mon père arriva avec Elsa. Je le regardais descendre de voiture. J'essayais de savoir si Anne pouvait l'aimer. Il marchait vers moi, la tête un peu en arrière, rapidement. Il souriait. Je pensais qu'il était très possible qu'Anne l'aimât, que n'importe qui l'aimât. Anne n'était pas là, me cria-t-il. J'espère qu'elle n'est pas tombée de la portière. Elle est dans sa chambre, dis-je. Elle est venue en voiture. Non, c'est magnifique. Tu n'as plus qu'à lui monter le bouquet. Vous m'aviez acheté des fleurs, dit la voix d'Anne, c'est trop gentil. Elle descendait l'escalier à sa rencontre, détendue, souriante, dans une robe qui ne semblait pas avoir voyagé. Je pensais tristement qu'elle n'était descendue qu'en entendant la voiture, et qu'elle aurait pu le faire un peu plus tôt, pour me parler, ne fût-ce que de mon examen que j'avais d'ailleurs manqué. Cette dernière idée me consola. Mon père se précipitait, lui baisait la main. J'ai passé 1/4 d'heure sur le quai de la gare avec ce bouquet de fleurs au bout des bras et un sourire stupide aux lèvres. Dieu merci, vous êtes là. Connaissez-vous Elsa Mackenbourg? Je détournai les yeux. Nous avons dû nous rencontrer, dit Anne, tout aimable. J'ai une chambre magnifique. Vous êtes trop gentil de m'avoir invité, Raymond. J'étais très fatiguée. Mon père s'ébrouait. À ses yeux, tout allait bien. Il faisait des phrases, débouchait des bouteilles. Mais je revoyais tour à tour le visage passionné de Cyril, celui d'Anne, ces 2 visages marqués de violence, et je me demandais si les vacances seraient aussi simples que le déclarait mon père. Ce premier dîner fut très gai. Mon père et Anne parlaient de leur relation commune, qui était rare mais haute en couleurs. Je m'amusais beaucoup, jusqu'au moment où Anne déclara que l'associé de mon père était microcéphale. C'était un homme qui buvait beaucoup, mais qui était gentil, avec lequel nous avions fait, mon père et moi, des dîners mémorables. Je protestais. Lombard est drôle, Anne. Je l'ai vu très amusant. Vous avouerez qu'il est quand même insuffisant, et même son humour. Il n'a peut-être pas une forme d'intelligence courante, mais elle me coupa d'un air indulgent. Ce que vous appelez les formes de l'intelligence n'en sont que les âges. Le côté lapidaire, définitif de sa formule, m'enchanta. Certaines phrases dégagent pour moi un climat intellectuel, subtil, qui me subjugue, même si je ne les pénètre pas absolument. Celle-là me donna envie de posséder un petit carnet et un crayon. Je le dis à Anne. Mon père éclata de rire. « Ah, au moins tu n'es pas rancunière. » Je ne pouvais l'être, car Anne n'était pas malveillante. Je la sentais trop complètement indifférente. Ses jugements n'avaient pas cette précision, ce côté aigu de la méchanceté. Il n'en était pas moins que plus accablant. Le premier soir, Anne ne parut pas remarquer la distraction volontaire au nom d'Elsa, qui entra directement dans la chambre de mon père. Elle m'avait apporté un chandail de sa collection, mais ne me laissa pas la remercier. Les remerciements l'ennuyaient, et comme les miens n'étaient jamais à la hauteur de mon enthousiasme, je ne me fatiguai pas. « Je trouve cette Elsa très gentille, dit-elle, avant que je ne sorte. » Elle me regardait devant les yeux, sans sourire. Elle cherchait en moi une idée qui lui importerait de détruire. Je devais oublier son réflexe de tout à l'heure. « Oui, c'est une charmante jeune fille, très sympathique, » je bafouillais. Elle se mit à rire, et j'allais me coucher très énervée. Je m'endormis en pensant à Cyril qui dansait peut-être à Cannes avec des filles. Je me rends compte que j'oublie, que je suis forcée d'oublier le principal. La présence de la mer, son rythme incessant, le soleil. Je ne puis rappeler non plus les 4 tilleuls dans la cour d'une pension de province, leur parfum et le sourire de mon père sur le quai de la gare.
3 ans plus tôt à ma sortie de pension, ce sourire gêné parce que j'avais des nattes et une vilaine robe presque noire. Et dans la voiture, son explosion de joie, subite, triomphante, parce que j'avais ses yeux, sa bouche, et que j'allais être pour lui le plus cher, le plus merveilleux des jouets. Je ne connaissais rien. Il allait me montrer Paris, le luxe, la vie facile. Je crois bien que la plupart de mes plaisirs d'alors, je les dus à l'argent. Le plaisir d'aller vite en voiture, d'avoir une robe neuve, d'acheter des disques, des livres, des fleurs. Je n'ai pas honte encore de ces plaisirs faciles. Je ne puis d'ailleurs les appeler faciles que parce que je l'ai entendu dire qu'ils l'étaient. Je regretterais, je renierais plus facilement mes chagrins ou mes crises mystiques. Le goût du plaisir, du bonheur, représente le seul côté cohérent de mon caractère. Peut-être n'ai-je pas assez lu. En pension, on ne lit pas, sinon des œuvres édifiantes. À Paris, je n'eus pas le temps de lire. En sortant de mon cours, des amis m'entraînaient dans les cinémas. Je ne connaissais pas le nom des acteurs, cela les étonnait. Ou à des terrasses de café au soleil, je savourais le plaisir d'être mêlé à la foule, celui de boire, d'être avec quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, vous prend la main et vous emmène ensuite loin de la même foule. Nous marchions dans les rues jusqu'à la maison. Là, il m'attirait sous une porte et m'embrassait. Je découvrais le plaisir des baisers. Je ne mets pas de nom à ces souvenirs. Jean, Hubert, Jacques, des noms communs à toutes les petites jeunes filles. Le soir, je vieillissais. Nous sortions avec mon père dans des soirées où je n'avais que faire, soirées assez mélangées où je m'amusais et où j'amusais aussi par mon âge. Quand nous rentrions, mon père me déposait et le plus souvent allait reconduire une amie. Je ne l'entendais pas rentrer. Je ne veux pas laisser croire qu'il mit une ostentation quelconque à ses aventures. Il se bornait à ne pas me les cacher, plus exactement à ne rien me dire de convenable et de faux pour justifier la fréquence des déjeuners de tel ami à la maison ou son installation complète, heureusement provisoire. De toute façon, je n'aurais pu ignorer longtemps la nature de ses relations avec ses invités, et il tenait sans doute à garder ma confiance, d'autant plus qu'il évitait aussi des efforts pénibles d'imagination. C'était un excellent calcul. Son seul défaut fut de m'inspirer quelque temps un cynisme désabusé sur les choses de l'amour, qui, vu mon âge et mon expérience, devait paraître plus réjouissant qu'impressionnant. Je me répétais volontiers les formules lapidaires, celles d'Oscar Wilde entre autres. Le péché est la seule note de couleur vive qui subsiste dans le monde moderne. Je la faisais mienne avec une absolue conviction, bien plus sûrement, je pense, que si je l'avais mise en pratique. Je croyais que ma vie pourrait se calculer sur cette phrase, s'en inspirer, en jaillir, comme une perverse image d'Épinal. J'oubliais les temps morts, la discontinuité et les bons sentiments quotidiens. Idéalement, j'envisageais une vie de bassesse et de turpitude. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci, au revoir.